création. Par contre, le mythe du veau d'or, c'est que l'humain a tendance à vénérer ses propres créations. Et du coup, il se sent terrifié, parce qu'il se dit, mince, j'ai créé quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Si vous avez créé une calculette, elle peut calculer plus vite que vous. Oui, mais est-ce que le calcul mental, c'est l'étalon de l'intelligence? Non. Le calcul mental n'est pas l'étalon de l'intelligence. Encore aujourd'hui, il y a des choses que nous, on sait faire très facilement et que l'intelligence artificielle ne sait pas bien faire. La reconnaissance faciale, par exemple, ça va changer. Mais pour l'instant, si j'essaie de déverrouiller mon téléphone en souriant, si je souris comme ça, vraiment de toutes mes dents, le téléphone ne reconnaît pas mon visage. Bon, alors qu'une calculette, bon, ça, le téléphone, il sait faire des racines 13e de nombres à 100 chiffres sans problème. Alors, dans quelle mesure l'humain peut triompher face à l'intelligence artificielle? On peut commencer par les bizarreries. Et je m'en veux de dire une bizarrerie, après tout, c'est son choix. Neil Harbisson, né en 1982, le premier humain reconnu, qui s'est fait déclarer comme cyborg légalement. Il s'est fait implanter une antenne dans la tête. Elle est dans son cerveau, elle traverse la dure mer. Donc elle traverse les méninges. C'est pas juste un truc qui est en résonance ostéoacoustique avec son crâne. Ça aurait pu être un petit micro qui envoie des sons à travers son crâne. Non, il s'est fait implanter ça physiquement à travers les méninges, avec tous les risques que ça représente, notamment de méningite. Et je ne sais plus ce qu'elle fait exactement, je crois qu'elle lui permet elle réagit aux couleurs et elle envoie des sons liés aux couleurs, c'est une sorte de synesthésie, en sachant que l'humain a des synesthésies de base. La plupart des bébés en ont, puisque une synesthésie, donc c'est quand on associe par exemple une couleur et un son, ou quand on associe une couleur et un chiffre. La plupart des enfants ont ça. La plupart des fœtus auraient ça spontanément, parce que ce sont des réseaux de neurones qui s'activent ensemble et qui, du coup, par corrélation, se mettent à associer. Donc, quand il y en a un qui s'active, l'autre s'active aussi. Et donc, celui qui est dans le cortex acoustique, dans le cortex auditif, associe une note, et puis celui qui est dans le cortex visuel associe une couleur. Et on le perd, la plupart du temps, on le perd à l'âge adulte parce que ça sert à rien. C'est pas quelque chose pour lequel on a un besoin de s'entraîner ou qu'on a besoin de réviser. Donc, la plupart des adultes le perdent, mais certains le gardent toute leur vie. Mais donc, pas besoin d'un implant pour ça. Et lui a décidé de le faire. Évidemment, pour l'instant, c'est rigolo, mais comme tout va plus vite, on ne peut pas prédire dans quelle mesure un jour la pression sociale pourra peser sur les enfants, de leur dire, écoute, si tu t'es pas mis la dernière puce, tu ne pourras pas avoir tel métier. Tu ne pourras pas être trader, tu ne pourras pas avoir un métier qui va te payer 200 000 euros par an. Et c'est ça le problème. C'est dans quelle mesure cette pression va exister. Par exemple, on avait une société, je crois que c'était en Suède, qui avait proposé un implant dans la tabatière. Vous savez, la tabatière, c'est très facile pour mettre des implants, une puce, pour pointer. Et l'incitation, c'était que vous aviez le droit à un smoothie. Il y a plein d'employés qui se la sont fait poser. Ça avait d'autres avantages. Vous pouviez passer comme ça à l'horloge pointeuse, mais pour un smoothie, un grain de riz dans la tabatière qui peut vous tracer partout. Et culturellement, vous savez, ça va très vite. Mais c'est bien, en fait, que culturellement, les choses aillent vite. Par exemple, que les femmes puissent porter des pantalons. Vous savez, Coco Chanel, elle a fait de la prison parce qu'elle faisait des pantalons pour femmes. Puis aujourd'hui, tout le monde, les femmes peuvent porter des pantalons, tout va bien. Mais il y a d'autres modifications qui peuvent aller très vite. Culturellement, légalement, moralement, qui peuvent devenir la norme. Vous savez, par exemple, les œufs et le bacon, typiquement, tout le monde croit que c'est le petit déjeuner américain typique. Pas du tout. Les cow-boys aux États-Unis, ils mangeaient des haricots. Le petit déjeuner américain typique, c'était des haricots. Très facile à stocker, très facile à préparer, increvables, vous pouvez les stocker pendant 2 ans. Les œufs et le bacon, non. Mais les œufs et le bacon, c'est Edward Bernays, le neveu de Freud, qui a été payé par des fabricants de porcs en boîte de Chicago pour vendre plus de porcs. Et Bernays, en tant que publicitaire, un des meilleurs de tous les temps, il a demandé à son médecin, est-ce que vous pensez qu'un petit déjeuner copieux peut être bon pour la santé? Son médecin a dit oui, il a dit vous seriez prêt à me le signer? Oui, bien sûr, oui. Et ensuite il est allé voir 10 médecins, il leur a dit écoutez, j'ai un médecin qui dit qu'un petit déjeuner copieux est bon pour la santé, vous en pensez quoi? Ça s'appelle de l'amorçage, ça. Alors là, la plupart des 10 médecins disent ah oui, peut-être qu'il y en avait un qui a dit non, mais voilà, la plupart ont dit oui, vous seriez prêt à le signer? Oui. Écoutez, il est allé voir un congrès, j'ai 11 médecins, ou plutôt 10, alors 9 plus le 1 du début, qui ont dit qu'un petit déjeuner copieux serait bon pour la santé. Est-ce que vous pensez qu'en particulier des œufs et du bacon le matin, ça serait bon pour la santé? Ah oui, tout à fait, majoritairement. Très bien, vous voulez le signer? Et puis ensuite, c'est devenu, les œufs et le bacon sont très bons pour la santé. Et c'est le petit déjeuner américain typique. Et les gens pensent que ça a toujours été là, que quasiment les gens qui sont descendus du Mayflower et qui ont signé le Mayflower Compact mangeaient des œufs et du bacon, ce qui est évidemment faux.
Donc les choses